Est-ce que tu me sens venir ce Masters totalement éclaté au sol? Parce que oui, nous connaissons désormais le nom des 8 joueurs qualifiés pour le dernier tournoi de l'année. On retrouve Jannik Sinner, Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, ainsi que Taylor Fritz, Casper Ruud, Alex de Minaur et Andrei Rublev. Sur ces 8 noms, la plupart sont en méforme totale. On a à peu près la moitié. On a quelques joueurs qui tiennent un petit peu la dragée haute sur cette fin de saison, mais il y en a beaucoup qui sont totalement carbonisés, qui ont fait un bon premier semestre, mais qui après ont totalement disparu, d'autres qui reviennent de blessures. Donc franchement, c'est possible qu'on ait le pire Masters de l'histoire. Et je pense que cela ne t'aura pas échappé, que dans ces 8 noms, il n'y a pas de Roger Federer, donc ça c'est normal, lui il est à la retraite, ni de Rafael Nadal, il est presque à la retraite, l'Espagnol, mais également pas de Novak Djokovic, c'est une première depuis 2001. Il faut remonter 23 ans en arrière pour voir le tournoi des maîtres se disputer sans un membre du Big Three. Alors, est-ce que Jannik Sinner et Carlos Alcaraz peuvent sauver cette édition? C'est ce que nous allons voir. Nous allons revenir sur les 8 prétendants au titre. C'est parti, jingle. Qui dit tournoi exceptionnel, dit déroulé exceptionnel. On va faire un autopsie des 8 joueurs qualifiés pour les ATP Finals, revenir un petit peu sur leur saison, leurs faits d'armes et également leurs déceptions, pour voir s'il y a des tendances qui se dégagent, et je pense que vous allez être surpris. On commence tout de suite avec Jannik Sinner qui fait une saison XXL en 2024, le numéro 1 mondial, une taille patron, avec des statistiques totalement folles. 66 victoires, 7 défaites, c'est 90% de victoires sur l'ensemble de la saison. 7 titres, l'Open d'Australie, l'US Open, Miami, Cincinnati, Shanghai, Rotterdam et Halle. Et en Grand Chelem, il a rarement déçu parce que c'est un titre à l'Open d'Australie et à l'US Open, une demi-finale à Roland-Garros et un quart de finale à Wimbledon. Parce que oui, cette saison, Jannik Sinner, c'est au minimum quart de finale quand il s'aligne dans un tournoi. Ça montre que son niveau plancher, son niveau moyen est très élevé. Contre les membres du top 10, c'est 12 victoires pour 5 défaites. Des défaites 3 fois contre Alcaraz, une fois contre Rublev et une autre fois contre Daniil Medvedev. Et 2024, c'est la suite logique de ce qu'on a pu apercevoir durant le second semestre 2023, où on avait vu Jannik Sinner poser des ajustements techniques dans son jeu par rapport à son service, également le fait d'être un petit peu moins conservateur, d'aller attaquer longue ligne, notamment avec son côté revers, être plus solide sur son côté coup droit, physiquement aussi, avoir un petit peu plus de caisse. On se rappelle de ces années où il se blessait beaucoup. Là, il a vraiment passé un cap sur la deuxième partie de 2023 qu'il a su consolider en 2024. Et les statistiques montrent clairement son évolution au service, où il est passé de 87% de jeux de service remportés en 2023 à 91% en 2024. Et derrière, c'est un cercle vertueux. Jannik Sinner joue mieux, il gagne plus, donc il accumule de la confiance, ce qui fait que dans les moments tendus, dans les fins de set, il arrive à faire la différence. En témoignent ses tie-breaks remportés. Il y a 58% de tie-breaks remportés en 2023 et il est passé à 75% en 2024. Jannik Sinner, il a un niveau de jeu moyen extrêmement élevé. Finalement, même quand il a des mauvais jours ou que son adversaire joue totalement chaleur, on se rappelle de ce match contre Thomas Martin et Chevrier à Shanghai, Jannik Sinner, il arrive à faire le dos rond, à temporiser pour derrière, justement, quand son adversaire va un petit peu baisser physiquement ou va baisser de quelques pourcents son niveau de jeu, il va faire la différence. Et ça, c'est la marque des très grands, même s'il y a eu cette fâcheuse histoire du close table qui nuit un petit peu à sa réputation en 2024. Et cette histoire de dopage, même s'il a été blanchi, derrière, il y a un appel qui est en cours, mais forcément, ça doit trotter dans sa tête. Et pourtant, à chaque fois, il a été extrêmement calme, notamment avec ce titre acquis à l'US Open en patron total. Celui qui taille un petit peu moins patron, mais qui est quand même extrêmement solide en 2024, en témoigne sa deuxième place mondiale, c'est Alexander Zverev. C'est 63 victoires, 19 défaites cette saison, avec 77% de victoires, 2 titres à Rome et à Bercy, donc à chaque fois en Masters 1000. Et ses résultats en Grand Chelem, c'est demi-finale à l'Open d'Australie, finale à Roland-Garros, 8e à Wimbledon et quart de finale à l'US Open, ce qui fait que on a un Alexander Zverev qui, contre les membres du top 10, a un bilan assez mitigé cette saison. 5 victoires, 6 défaites, des défaites contre Medvedev, 2 fois Alcaraz, Jurkacz, Sinner et Fritz. Et Alexander Zverev, il y a eu cette grave blessure à Roland-Garros en demi-finale en 2022. Il a mis du temps à s'en remettre. Il est quand même revenu assez rapidement à la compétition et assez rapidement à un bon niveau. Mais là, cette saison, ce qu'il a su faire quand même, c'est assez solide. Alexander Zverev, il a su corriger un petit peu le tir au niveau de son service. Notamment, on l'a vu dès l'Open d'Australie, où il a lancé une balle beaucoup moins haut que d'habitude, ce qui fait que ses statistiques, il est passé de 84% à 90% de jeux de service remportés entre 2023 et 2024. Il a diminué son nombre de doubles fautes, il est passé de 3,7% à 2,7%. Et ça, forcément, ça fait mal parce qu'on a un Alexander Zverev qui va beaucoup plus sécuriser
des engagements qui va moins se prendre la tête avec des doubles fautes, comme ça peut être le cas de Sabalenka qui ensuite avait fait appel à un biomécanicien. Par contre, dans le jeu, ça lui fait toujours défaut. À Zverev, il a cette passivité où il se met très loin derrière sa ligne et il attend la faute un petit peu de son adversaire. Donc si quelqu'un va faire le jeu, va se montrer agressif, il va se prendre un petit peu les pieds au tapis. L'Allemand, on l'a vu par séquence, son coup droit, ça arrive à être mieux. Par exemple, le Rolex Paris Masters, où c'était extrêmement solide. Mais pour le moment, on ne peut pas dire qu'il a un excellent niveau de jeu moyen côté coup droit, parce que dans les moments de tension, dans les moments de crispation, il n'est pas à l'abri de faire une grosse faute côté coup droit. Et ça, on l'a vu plusieurs fois dans la saison. Donc forcément, il a un très bon niveau de jeu sur terre, sur surface rapide. Il arrive à profiter de cette dynamique service-retour. Mais pour moi, vraiment, il va devoir montrer une très très grosse régularité en 2025. Et il l'a dit, son objectif, c'est le Grand Chelem. Parce que oui, Alexander Zverev en 2 sets gagnants, c'est extrêmement solide. Mais par contre, dans le format 3 sets gagnants, sur 2 semaines, il perd beaucoup d'énergie dans les premiers tours. Il n'arrive pas forcément à faire la différence de par cette passivité. Et ça va être sa prochaine grande étape. Et là, il arrive aux ATP Finals, tournoi qu'il adore, où il a de très bons souvenirs, dans d'excellentes conditions. Il a pu se reposer un petit peu avec cette pneumonie, il a refait du jus, il est revenu en forme au Rolex Paris Masters et derrière il va pouvoir capitaliser sur cette confiance. Celui qui est lésé dans tout ça, c'est Carlos Alcaraz qui passe 3e et au niveau de sa saison 2024, beaucoup de hauts mais également beaucoup de bas. C'est 47 victoires pour 10 défaites, donc 83% de victoires, 4 titres, Roland Garros, Wimbledon, Indian Wells ainsi que Pékin. En Grand Chelem, un quart de finale à l'Open d'Australie, un titre à Roland Garros et à Wimbledon, et un 2e tour à l'US Open. Par contre, il a un super bilan contre les membres du top 10, 11 victoires pour 3 défaites, des défaites contre Zverev, Rublev et Djokovic. Et c'est vrai qu'on a Carlos Alcaraz qui a eu un moment extrêmement fort dans sa saison, ça a été de Roland Garros jusqu'aux Jeux Olympiques, un Roland Garros qu'il gagne en étant à 60-70% de ses capacités. On se souvient de cet énorme bandage qu'il avait sur son avant-bras. À Wimbledon, il va vraiment faire parler sa créativité avec des matchs compliqués contre Humbert, contre Tiafoe, mais derrière, il fait un récital en finale contre Novak Djokovic. Et ensuite, il s'avançait comme un favori légitime pour les Jeux Olympiques. Il survole un petit peu le tournoi. Et pourtant, en finale, il tombe contre un énorme Novak Djokovic qui était prêt à laisser sa vie, vraiment où il s'incline en 2 tie-breaks. Et derrière, la réserve d'énergie est totalement vide. On l'a vu à l'US Open, même avant à Cincinnati avec ses défaites contre Gaël Monfils. Il a refait un petit peu de jeu, où à Pékin, il a fait un super match contre Yannick Sinner. Mais la fin de saison, c'est des conditions extrêmement rapides, que ce soit au Rolex Paris Masters à Turin. Et son illustre aîné, Rafael Nadal, lui a filé un petit peu ses allergies. Dès qu'on met un poids au-dessus de sa tête, ça devient extrêmement compliqué. Parce que Carlos Alcaraz, au niveau de son style de jeu, on sait comment le battre. Il y a vraiment un archétype de joueurs qui peuvent lui poser des problèmes en lui rentrant dans le lard, en l'asphyxiant. Et justement, sur des conditions rapides comme ça, Carlos Alcaraz, il a beaucoup moins de temps pour s'organiser. On l'a vu faire quelques ajustements techniques sur cette fin de saison, notamment côté revers, où il essaie d'avoir un geste plus court, un revers beaucoup plus compact, un peu à la Maratch. Ce qui fait que certes, si on arrive à jouer long profond, justement, il est moins acculé, mais derrière, il arrive à générer moins de puissance. Et d'ailleurs, on a un Carlos Alcaraz moins réaliste, surtout dans les moments chauds, parce qu'en 2023, c'était 68% de tie-break remporté et il est descendu à 58% en 2024. Beaucoup de hauts, beaucoup de bas, mais une régularité qui est moindre par rapport à celle d'Yannick Sinner cette saison. Un joueur qui souffre d'irrégularité, c'est bien Daniil Medvedev, parce qu'en 2024, c'est 43 victoires, 18 défaites, 71% de victoires, 0 titre. Il n'a pas remporté le moindre titre depuis Rome 2023. Ses résultats en majeur, une finale à l'Open d'Australie, un 8e à Roland, une demi à Wim et un quart à l'US Open. Contre les membres du top 10, c'est 5 victoires, 7 défaites, 4 défaites contre Sinner, 3 défaites contre Alcaraz. Donc à chaque fois qu'il joue l'un ou l'autre, c'est extrêmement compliqué pour le Russe, même s'il a eu cette victoire à Wimbledon contre Yannick Sinner. Et c'est vrai que là, on a vraiment un Russe qui est en déclin sur cette saison 2024. Pourquoi ? Il y a eu cette opération, cette hernie en 2023, et depuis, son service n'est plus du tout pareil. Vraiment, il n'arrive plus à faire mal, à conserver facilement, rapidement ses mises en jeu. On se rappelle de cette arme monumentale qu'il avait entre 2019 et 2025 qui lui permettait justement d'assurer beaucoup plus de points. Là, c'est extrêmement compliqué pour lui, étant donné qu'il est passé de 85% de jeu de service tenu à 80%, et surtout avant c'était 31% de break converti, et là il est passé à 28%, ce qui fait qu'on a une dynamique service-retour qui est beaucoup moins maîtrisée par les Russes en cette saison. Et forcément, ces résultats s'en font sentir. Et par rapport justement au style de jeu de Daniil Medvedev, qui avant était un métronome du fond du court, qui ne faisait pas de faute, là il commence à commettre beaucoup plus de déchets. Et par exemple, Yannick Sinner arrive à le tenir dans cette filière, là où avant il était totalement indébordable et justement il frustrait ses adversaires. Avant de passer aux 4 autres joueurs, si tu ne nous connais pas, nous c'est Game Stand Talk et on aide les passionnés de tennis comme toi à décrypter l'actualité de la petite balle jaune. Ce qui fait que si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu prends ta raquette, tu fais ton meilleur Jokos match
sur le bouton pour t'abonner, clique bien dessus, hein, pas à côté, parce qu'avec un jeu post-match, on sait jamais où ça va. Et surtout, active la petite cloche. Comme ça, tu vas être notifié dès que nous sortons une nouvelle vidéo. On l'a vu que seulement 10% de nos abonnés avaient activé la cloche, ce qui fait que vous loupez plein de superbes vidéos, notamment des vidéos de Joris. Je le rappelle, Joris est en alternance actuellement pour sa 2e année en master. Et c'est pourquoi on a lancé une campagne de financement participatif. C'est extrêmement compliqué de générer des fonds sur YouTube. Et pour soulager un petit peu cette 2e année d'alternance, étant donné que les aides de l'État ont disparu, c'était valable uniquement la première année, on a fait un Tipeee où on a mis plusieurs offres, une à 2 € par mois, une à 5 € par mois. Et bien évidemment, toute donation ponctuelle est appréciée et tu fais à la hauteur de tes moyens. Mais avec celle à 5 € par mois, tu assures 2 vidéos exclusives qui tombent dans ta boîte mail. Concernant Taylor Fritz, en 2024, c'est 47 victoires, 20 défaites, 70% de victoires, avec 2 titres, Delray Beach et Icebourne. En Grand Chelem, ça a été quand même ultra solide l'américain. Quart à l'Open d'Australie, quart à Wimbledon, 8e à Roland Garros et finale à US Open contre les membres du top 10. 7 victoires, 8 défaites, 2 fois contre Djokovic, après contre Rune, Rublev, Zverev, Ruud, Sinner et Alcaraz. Donc il a perdu un peu contre plusieurs membres du top 10, mais franchement, il est pas mal cette année l'américain, parce que avant on le critiquait, on sait que c'était le joueur qui performait en 250, en 500, mais dès que ça comptait, il n'y avait plus personne, et là il a vraiment su montrer qu'en Grand Chelem, on pouvait compter sur lui, qu'il était très régulier par rapport à des joueurs qui vont te faire des finales derrière des 2e, 1er tours. Lui, globalement, il est toujours en seconde semaine cette saison, donc ça c'est très propre de sa part. Il y a quelques ajustements qu'il a fait, parce que à ce niveau-là, c'est pas drastique, mais on voit par exemple qu'au niveau du service, c'est un petit peu mieux qu'en 2023, où il est passé quand même de 87 à 88% de jeux de service remportés et de 12% à 13% d'ace sur l'ensemble de sa saison. Donc ça se joue pas à grand chose, mais on sent quand même un Taylor Fritz beaucoup plus confiant. En témoignent ses statistiques au niveau des tie-breaks, où il est passé de 60 à 66% de tie-break remportés. Casper Ruud maintenant, après le Rolex Paris Masters, c'est 47 victoires, 22 défaites, soit 68% de victoires, 2 titres à Genève et à Barcelone. En Grand Chelem, c'est assez irrégulier ces résultats. 3e tour à l'Open d'Australie, demi à Roland Garros, 2e tour à Wimbledon, 8e à l'US Open. Contre les membres du top 10, c'est 4 victoires pour 2 défaites, des défaites contre Alex de Minaur et Zverev. Et sa saison, elle est mitigée au Norvégien, parce qu'il a connu un excellent premier semestre, quand même, jusqu'à son match contre Alexander Zverev à Roland Garros en demi-finale. Et ce premier set immaculé, où il lui met 6-2, c'est 39 victoires pour 9 défaites. Et depuis, c'est catastrophique. Étant donné que c'est 8 victoires pour 13 défaites, il y a eu ce virus à l'estomac à Roland Garros. Et ensuite, on n'a jamais retrouvé vraiment la fraîcheur du Norvégien qu'il avait durant ce premier semestre. Maintenant, il a un jeu beaucoup trop conservateur. Il ne prend plus aucun risque. Il joue au centre, des grosses balles liftées. Et surtout, ses adversaires exploitent merveilleusement bien ses lacunes côté revers, que ça soit avec le slice ou des montées au filet derrière, parce qu'il est vraiment en retard. Concernant Alex de Minaur, après le Rolex Paris Masters en 2024, c'était 48 victoires pour 17 défaites, 74% de victoires, avec 2 titres, Bolduc et Acapulco. En Grand Chelem, lui aussi c'est extrêmement solide, 8e à l'Open d'Australie, et derrière c'est quart à Roland, quart à Wim, quart à l'US. Contre les membres du top 10, 5 victoires, 6 défaites, des défaites contre Rublev, Sinner, Zverev 2 fois, Djokovic, ainsi que Tsitsipas. Et Alex de Minaur, on le sait, c'est pas un énorme gabarit, il va pas t'envoyer ace sur ace, par contre c'est une mobilette du fond du court, il a d'excellentes compétences athlétiques et défensives, et on a pu voir quelques améliorations, notamment dans cette dynamique service-retour, parce qu'il est passé de 79% à 80% de jeux de service remportés, et surtout 28% à 33% de breaks réalisés. Donc on l'a vu, c'est une vraie menace à la relance, même s'il y a eu un avant et un après cette blessure à Wimbledon, et ce match qu'il remporte contre Arthur Fils, où à la fin, il se blesse, étant donné que jusqu'à Wimbledon, c'est 36 victoires, 12 défaites, et après c'est 12 victoires pour 5 défaites, et il a eu du mal à retrouver justement le rythme de la compétition. Avec cette vilaine blessure, c'est toujours extrêmement compliqué d'être compétitif durant 12 mois dans l'année. André Rublev, après le Rolex Paris Masters, c'est 42 victoires, 24 défaites, avec 64% de victoires, 2 titres à Madrid et à Hong Kong. Dans ses résultats majeurs, là aussi beaucoup d'irrégularités. Car à l'Open d'Australie, 3e tour à Roland, 1er tour à Wimbledon, 8e de finale à US Open, 3 victoires, 3 défaites contre des membres du top 10, dont 2 défaites contre Sinner et 1 contre Dimitrov. Et surtout, sa saison, c'est un petit peu un trompe-l'œil au Russe. On le sait, il a un très bon niveau de jeu, et à chaque fois, c'était plutôt en quart de finale que ça a bloqué en Grand Chelem. Mais là, on peut même pas dire que ça ait bloqué en quart de finale. Donc certes, il y a ce quart à l'Open d'Australie où il s'incline en 3-7 contre Yannick Sinner, mais derrière, il n'est même pas au rendez-vous. On a vu un Andrei Rublev très peu stable mentalement, qui se prenait la tête, qui avait des avertissements, qui était pas du tout content, qui avait du mal à se canaliser, et son jeu, ça s'en est fait ressentir. Et on peut parler de trompe-l'œil parce que son sacre à Madrid, bon certes,
il bat Carlos Alcaraz sur son passage, mais bon, Félix Auger-Aliassime, en finale, on a connu pire. Et c'est vrai que sans ces résultats, ça aurait été compliqué de le voir si haut au classement. Et je pense que pour lui, il faut que la saison s'arrête pour qu'il puisse recharger les batteries et revenir en forme en 2025. Avant de parler des groupes, je pense qu'il est important de voir comment se comporte chacun de ces joueurs justement contre ses adversaires pour voir s'il y a des match-ups favorables ou non. Donc je vais t'afficher l'ensemble des face-à-face. Mais ce qu'on peut retenir, c'est que celui qui a le pourcentage de victoire le plus élevé, c'est Carlos Alcaraz avec 67% de victoire. Derrière, c'est Medvedev avec 60%. Ensuite, Sinner avec 59%. Zverev avec 54%. Et ensuite, on voit vraiment le distinguo entre les 4 premiers et les 4 autres. Parce qu'on a Fritz à 43%, Rublev à 40%, Alex de Minaur à 36% et Casper Ruud à 23%, donc le Norvégien qui est extrêmement loin et qui a vraiment du mal contre ses différents adversaires. Dès le moment que tu attends, je vais t'afficher les 2 groupes de ces ATP Finals édition 2024 et te partager mes pronostics. On se retrouve avec 2 poules assez équilibrées. Donc dans le premier groupe, on a Sinner, Medvedev, Fritz et de Minaur, et dans l'autre, on a Zverev, Alcaraz, Ruud et Rublev. Ainsi, on évite l'Italien et l'Espagnol. Dans le même groupe, ce sera d'ailleurs celui de l'Italien qui débutera ce dimanche. Donc ça va être intéressant à surveiller, même s'il y a des favoris forcément qui se dégagent. Je pense à Sinner, Zverev et Alcaraz. On a potentiellement une deuxième place qui peut se jouer entre Medvedev et Fritz, à moins que l'Australien ait un regain. Si on parle des différentes confrontations, donc à commencer par Sinner contre Alex de Minaur, jouant un 2-0 pour l'Italien. Ensuite Medvedev-Fritz, là beaucoup d'incertitudes. À mon avis, ce match, il va un petit peu acter qui sera le deuxième du groupe. Et par rapport à la forme de Medvedev, je vais plutôt aller sur l'Américain avec un 2-7 à 1. Ce qui fait qu'on aurait Sinner contre Fritz. Ensuite, donc là, je vois une victoire de Sinner, pareil, en 2-7 à 1 contre l'Américain. Medvedev contre de Minaur. Un match serré, mais le Russe qui s'en sort 2-7 à 1. Et ensuite, on aurait le Sinner Medvedev et le Fritz de Minaur. Et là, je verrai une victoire de Sinner 2-7 à 1 contre Medvedev. Et Fritz 2-7 à 1 contre Alex de Minaur. On sait que l'Australien, il arrive à bien négocier l'Américain. De l'autre côté, donc, on aurait tout d'abord un Zverev contre Rublev. Donc là, je vois une victoire 2-0 pour Zverev. Même si Rublev, dans ces conditions, si les planètes sont alignées, peut être solide. Mais je vois vraiment la confiance de l'Allemand faire la différence. Ensuite, Alcaraz contre Ruud. Pas besoin d'argumenter sur ça. Enfin, Ruud est tellement porté disparu là depuis Roland-Garros que c'est une victoire 2-7 à 1 pour l'Espagnol. Ce qui fait qu'on aurait le grand match Zverev contre Alcaraz qui déciderait un petit peu de cette première place et jouer une victoire de l'Allemand 2-7 à 1. Et Rublev contre Ruud, là je vois une victoire aussi 2-7 à 1 du Russe. Et ensuite, on aurait Alcaraz contre Rublev. Donc là, un match compliqué, peut-être pour l'Espagnol, avec une victoire 2-7 à 1 contre Rublev et Zverev Ruud 2-7 à rien pour l'Allemand. Ce qui fait qu'on aurait dans le premier groupe Sinner et Fritz, et dans l'autre Zverev et Alcaraz pour des demi-finales, Sinner, Alcaraz et Zverev Fritz, qui promettent, parce qu'à chaque fois on sait que les 2 match-ups sont assez incertains. Et il y a eu pas mal de grosses affiches en 2024, et donc là je vois une victoire dans ces conditions rapides de l'Italien 2-7-1 contre Alcaraz et Zverev contre Fritz, l'Allemand qui prend sa revanche de l'US Open, de Wimbledon, en s'imposant 2-7-1 pour une finale Sinner-Zverev, et à la clé une victoire de l'Italien 2-7-1 chez lui. Bien évidemment, j'en fais mon grandissime favori, même si Zverev sera surveillé. Et à voir Alcaraz, j'ai mis plus de réserve parce que dans ces conditions rapides, c'est extrêmement compliqué pour lui. On a tendance à lui priver un petit peu plus de temps. Et quand il a moins de temps pour s'organiser, c'est là justement qu'il est le plus vulnérable. En tout cas, comme tu l'auras compris, c'est pas forcément l'édition la plus sexy de ce tournoi du Masters. Et pourtant, sur le papier, tu as les 8 meilleurs joueurs du monde qui vont se disputer le Graal, pas d'élimination directe avec les phases de poule. Mais quand on voit un petit peu les formes et surtout les méformes du moment, on a du mal à être hypé par ce tournoi où ça risque d'être très compliqué. Ça va tourner à mon avis sur du Alcaraz, Sinner et Zverev qui a repris quelques couleurs au Rolex Paris Masters. En tout cas, je suis curieux d'avoir tes pronostics dans les commentaires, que tu me dises un petit peu comment tu vois ce dernier tournoi de l'année. Et si tu peux patienter jusqu'au démarrage, Josh il a fait une excellente vidéo sur Jo-Wilfried Tsonga qui avait fait une finale ici même en 2011. Je t'invite à aller la voir et nous on se retrouve de l'autre côté de l'écran.